Et oui, on parle cinéma aujourd'hui alors que le festival La Toile des Palmistes s'est terminé samedi soir. Nous recevons ce matin Maxime Jean-Baptiste, le réalisateur du film Coup tes voix, son premier long métrage et qui raconte l'histoire de Melric, un jeune garçon qui passe son été en Guyane chez sa grand-mère pour échapper à son quotidien tumultueux à Stains dans l'Hexagone. Extrait puis on revient. T'habites où en France? À Stains. Hein? À Stains. Ah ouais, ça se passe comment en France? C'est normal. C'est normal. C'est comme en Guyane? Non. Il y a une différence. Oui. Quelle différence? C'est nul. Ah ouais. Mais là-bas, il fait froid, pas comme ici. Ah ouais, il y a trop de saisons. Les saisons, ils sont pas stables. Des fois, il peut faire froid, il y a de la grêle, il y a du soleil, il y a de la pluie. Voilà un extrait donc de la bande-annonce de Coup tes voix diffusée samedi soir au cinéma Eldorado. Je le disais donc, premier long métrage de Maxime Jean-Baptiste après plusieurs courts-métrages réalisés depuis 2018. Nous voix Moon Ho et puis écoutez le battement de nos images dont vous avez peut-être entendu parler l'an dernier car le film a été nommé au César dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire. Maxime Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, merci. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. Et j'aimerais déjà qu'on commence en parlant de votre rapport à la Guyane, Maxime Jean-Baptiste. Ça peut paraître anecdotique, mais il y a cette phrase que j'ai trouvée dans quasiment tous les textes qui vous présentent sur Internet. Je cite, basé entre Bruxelles et Paris, il a grandi dans le contexte de la diaspora guyanaise et antillaise en France. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette phrase, Maxime Jean-Baptiste, et qu'est-ce qu'elle dit finalement de votre rapport à la Guyane et à votre identité de Guyanais finalement? Oui, merci pour la question. Je pense que c'est vrai que ça revient souvent et ça fait depuis quelques années que cette phrase est encore juste. C'est vrai que je vis du coup professionnellement. Je suis entre Paris, mais très basé aussi à Bruxelles. J'ai tous mes amis, j'ai l'amour de ma vie. Voilà, j'ai un peu toute ma vie, on va dire, là-bas. Mais je fais beaucoup d'allers-retours, voilà, à Paris, mais aussi en Guyane et ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à cette question de la diaspora antillaise et guyanaise où j'ai grandi, donc en Seine-et-Marne, c'était vraiment ça parce que nous, mon père qui est musicien, il faisait partie de pas mal d'associations et qui en fait liaient les outre-mer ensemble, donc soit la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie et Guyane, on se retrouvait un peu ensemble en fait dans des événements. Et donc c'est comme ça que j'ai grandi en fait. J'ai grandi dans un rapport multiple par rapport aux outre-mer. Et évidemment après on allait souvent en Guyane, donc je voyais ma famille et là c'était beaucoup plus concret on va dire. Mais il y avait ce rapport de diaspora on pourrait dire qui au début voilà peut se voir comme une forme de division, c'est-à-dire de double identité. Donc à la fois d'un côté français et de l'autre guyanais. Et donc il faudrait faire peut-être un choix et être soit l'un soit l'autre, et ça peut créer beaucoup de troubles parfois chez beaucoup de personnes jeunes qui n'arrivent pas à se retrouver. Bon, c'est le cas aussi de Melric dans le long métrage Coup tes voix. Oui. Pour ça que c'est un peu un alter ego, c'est-à-dire comment d'un moment on essaie d'être les deux aussi, parce qu'on fait partie des deux espaces et c'est comme ça qu'il faut qu'on se construit. Et voilà, ouais. Ça vous a pris du temps? Est-ce que vous avez eu l'impression, du coup, durant votre jeune vie, finalement, de vivre en quelque sorte votre identité de Guyanais à distance, finalement? Oui, absolument, c'est ça. Au début, vu que j'ai grandi principalement en Seine-et-Marne, en France, la Guyane, au début, c'était une terre assez lointaine. C'était la terre de mon père, la terre de ma famille paternelle, mais j'y allais surtout en vacances, donc au début c'était plutôt une carte postale, on va dire. Ouais. Voilà, je voyais tous les bons côtés, tout allait bien, tout était parfait, etc. Mais j'avais un profond désir à l'intérieur de moi de me rattacher à cette terre. J'avais besoin d'en savoir plus, j'avais besoin d'aller plus loin. Et il y a eu un moment où j'ai failli faire mes études, mais bon, ça s'est pas fait. Ici en Guyane. En Guyane. Ouais. Mais du coup, je me suis rattrapé, on va dire, quelques années plus tard en faisant des films. C'est-à-dire que le cinéma pour moi c'est une grande partie de ma vie, mais c'est toujours aussi un prétexte derrière pour faire d'autres choses, se questionner sur sa propre identité ou sur des choses qui nous posent problème en fait dans le monde en général. Et du coup c'est un peu comme ça, le cinéma m'a en fait reconnecté en fait à cette terre. Et voilà, hier j'étais avec l'équipe de Marvin Yamb qui sont en tournage en ce moment, et c'était génial parce que il y en a, c'est devenu des amis, des connaissances, on partage beaucoup de choses, et c'est devenu un peu une sorte de famille, un peu, on pourrait dire.
Du coup, c'est via le cinéma, en quelque sorte, que vous vous êtes un peu réapproprié la Guyane pour faire en sorte que la Guyane ne soit plus que la terre de vos ancêtres, mais véritablement un territoire avec lequel vous avez un lien concret, finalement, pas juste lointain et familial. Oui, c'est ça, tout à fait. C'était pour enlever aussi la sensation de carte postale. Ouais. Et je pense qu'elle est aussi très commune, en fait, quand on vit en France, quand on entend parler de la Guyane ou des Antilles, déjà, ils confondent les deux. Ouais. Ils pensent que la Guyane, c'est une île. D'ailleurs, le président de la République l'a aussi dit à un moment. Et du coup, c'était de voir comment, en fait, il s'agit plus que de ça. Et je pense que ça peut créer des troubles, en fait, quand on vit avec une terre comme ça qui est à l'intérieur de nous, mais qui est trop lisse, en fait. Ouais. Et donc, en fait, tous mes films, ils traitent de ça, en fait, de manière assez critique, de la manière dont on voit cette terre. Et par exemple, dans Mouno, où on nous voit, j'aurais utilisé des images de Jean Galmo Aventurier. Écoutez, le battement de nos images, c'est par rapport à la conquête spatiale et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, c'est-à-dire les expropriations. Écoutez, voix, c'est autour de la mort tragique de mon cousin Lucas. Et donc, c'est aussi quelque chose qui dépasse, en fait, l'image belle de la Guyane. C'est ce qu'il y a derrière, mais toujours à travers l'émotion. Moi, c'est important. Je veux pas faire... il s'agit pas de faire une analyse froide, en fait, critique, ouais. Mais c'est par l'émotion rentrer dans l'intimité de questionnement. C'est quoi votre premier souvenir de cinéma, Maxime Jean-Baptiste ? Mes premiers souvenirs de cinéma, c'est une très très bonne question, mais je pense que je pourrais dire que c'est notamment à travers mon père qui, en fait, m'emmenait souvent au cinéma, et donc en France. Et je sais il était très fan de cinéma. Il a participé d'ailleurs à Jean Galmo Aventurier en tant que figurant. Donc il avait déjà un pied, on va dire, dans l'industrie. Mais voilà, tous les dimanches, là, il travaille à la Poste, comme pas mal de Guyanais d'Antillais d'ailleurs. Et le week-end, c'est le dimanche, on va au cinéma. Et voilà, il m'emmenait voir des films d'enfants, mais aussi des films plus, on va dire, adulte. Et je me rappelle d'un film, c'est Billy Elliot, ouais. Qui m'a vraiment marqué, qui est sur un jeune en Angleterre qui veut devenir danseur, mais sa famille, qui sont des ouvriers, trouve que c'est pas du tout bienvenu, et du coup ça va être cette espèce de quête d'identité pour lui, et de dépasser, en fait, le contexte social pour être ce qu'il veut. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu ce film, ça m'a beaucoup parlé, en fait, inconsciemment, aussi de nous, de nos vécus, ouais. C'est-à-dire quand on arrive, quand mon père est arrivé en France, il a connu beaucoup de galères, et ensuite il avait fait toute sa vie à la Poste, en fait, c'est une grosse partie de sa vie, et donc, mais il a toujours été artiste à l'intérieur de lui, et donc il a poussé ses enfants à faire ça, mais ça a créé aussi des conflits. Donc ça, on est allé voir ce film, c'est peut-être un message inconscient pour me dire, allez, vas-y, fais ce que tu veux, mais sans le dire directement. Je vous ai pas posé cette question de façon totalement innocente. Vous avez commencé à en dire quelques mots sur le téléfilm du coup Galmo Aventurier, votre père qui avait été figurant pendant le tournage. Qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, à ce niveau-là, dans votre œil de jeune réalisateur à l'époque, pour quelles raisons, finalement, voilà, ce tournage, le fait que votre père ait été figurant pendant le tournage, ça a façonné, en fait, en quelque sorte, le réalisateur que vous êtes devenu? C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'étais petit, c'est vrai qu'on me disait mon père il a participé à ce tournage. Alors il y a une forme long métrage qui est sortie au cinéma, et ensuite il y a eu une forme téléfilm effectivement qui est beaucoup plus longue. Alors mon père, en fait, a joué une partie surtout dans effectivement le téléfilm qui était sur les accusés de l'affaire de Jean Galmo. Ouais. Qui n'apparaît pas dans le long métrage, et les insurgés de Cayenne, voilà. Et du coup, oui, moi quand j'étais tout petit, je me disais waouh, il a participé à un film, et je me disais ouais, mon père c'est une star et tout ça, donc j'ai un peu vécu là-dedans, et progressivement, en fait, j'ai vu ce film assez tardivement, et voilà, j'ai vu autre chose, j'ai vu en fait déjà une histoire que je connaissais pas, du coup les insurgés de Cayenne, l'histoire de Jean Galmo, mais voilà, j'ai vu aussi une image de la Guyane qui est particulière,
et qui me posait question aussi, c'est-à-dire est-ce que moi je vois la Guyane comme ça, qui est quand même qui est vu par Alain Maline, qui est français et qui voit la Guyane de cette manière. Voilà, moi en voyant le film, en le voyant plein de fois et en posant des questions à mon père, je me disais est-ce que vraiment c'était peut-être pas ça mon rapport à la Guyane, c'était peut-être pas ça l'image que j'avais de la Guyane. À travers cet aventurier Jean Galmo qui au bout d'un moment m'énervait énormément, qui est venu en Guyane pour essayer de trouver de l'or, mais une image un peu paternaliste finalement. Exactement. Encore une fois de l'histoire. Ouais, tout à fait. Et après une partie de la Guyane l'a apprécié, je veux dire, il était aussi très apprécié, donc c'est complexe, c'est à la fois un rapport de haine et d'amour en fait, donc voilà, j'ai voulu dépasser ça. Du coup, votre rapport au cinéma, c'est d'abord une histoire de famille avec votre père, on l'a dit, une mère photographe, il y a votre sœur aussi avec qui vous avez coécrit Écoutez le battement de nos images. On a souvent tendance à parler de l'histoire avec un grand H, la grande histoire de la Guyane, mais en fait, bien souvent, c'est par la petite porte, j'ai envie de dire, que tout commence et que le goût pour l'image et que le goût pour le cinéma, il se crée. C'est ce qui s'est passé avec vous finalement. Oui, c'est ça. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, ma sœur aussi, Audrey Jean-Baptiste. Alors elle est rentrée, je pense, plutôt dans le cinéma, professionnellement. Moi, c'était depuis tout petit, je voulais être dans le cinéma, mais j'avais pas encore vraiment mis le pied. Mais Audrey, par exemple, elle a participé au tournage de 600 kilos d'or pur. Et elle a fait aussi Maroni, elle a fait des gros projets comme ça sur le territoire guyanais. Et donc je pense que c'est à travers ça aussi que j'ai pu rencontrer des personnes et comprendre un petit peu mieux de ce qui se produisait aussi sur le territoire à ce moment-là. Parce que Jean Galmo Aventurier, malgré tout, ça a quand même créé une industrie cinématographique en Guyane, et ce qui a donné lieu à la formation de beaucoup de personnes. Et à des films qui ont suivi comme Orpailleur de Marc Barra, des gens qui se sont formés pour la première fois ici en Guyane. C'est ça. Donc c'était vraiment très important et du coup ma sœur effectivement elle a participé à partir de 2005 6 à ces projets là et donc moi ça me disait ok, moi aussi je vais y mettre le pied mais voilà de ma manière, on va dire. D'ailleurs, pour continuer sur ce point-là, il y a cette phrase qu'on peut lire dans Moon O, le court-métrage que vous avez réalisé en 2022. Nos corps semblent avoir été utilisés dans ce film comme des pantins, comme des êtres sans parole, comme des figurants, et cela me fait brûler. Est-ce que vous concevez votre propre travail comme une manière, on va dire, de réparer un petit peu le passé, Maxime Jean-Baptiste? Je sais qu'aujourd'hui on utilise ce mot de réparation un peu à toutes les sauces et à tort et à travers, mais j'ai l'impression que malgré tout, il y a une volonté quand même très forte dans ce que vous faites de dire que l'histoire n'est pas terminée, que le cinéma doit permettre de dire des choses qui sont difficiles à aborder parce que, évidemment, tout le monde le sait, l'histoire de la Guyane, elle est difficile et elle est violente. Ouais, absolument. C'est un très bon commentaire de votre part. La violence fait partie de ce territoire à plein de niveaux. La violence coloniale a commencé et puis ensuite... là on est dans cette situation de départementalisation, mais c'est un terme que je trouve lisse en fait et qui recouvre en fait une réalité qui est à mon sens encore coloniale à plein de niveaux différents. Et moi le cinéma ça a toujours été une manière en fait de questionner ça. Mais c'est toujours le lié au politique, mais c'était d'ouvrir en tout cas des espaces de questionnement, sans faire sans fermer en fait, sans fermer la réflexion. Mais oui, effectivement, la question de la violence, elle a toujours été, en tout cas, au centre de mes questionnements, et c'est vrai que il faut l'aborder. Mais il y a des difficultés en fait à aborder ça, et le dernier long métrage d'ailleurs aussi, Coup de voix, c'est au centre de ça. Mais pour moi c'était important. C'est vrai qu'à l'époque où j'avais fait Mouno, j'avais beaucoup de rage en fait. J'avais beaucoup de rage par rapport. On va peut-être raconter. Je me permets de vous couper ce que ça raconte déjà pour les personnes qui ne l'auraient pas vu. Mouno. Ouais. Mouno, en fait, c'est la suite de mon premier long métrage Nous-Voix, mais les deux, en fait, reprennent des images de Jean Galmo Aventurier. Alors, Nous-Voix, ça reprenait des images du téléfilm,
Mais Mouno, ça reprend en fait le making of du film, et dont en fait une parade qui s'est faite à Paris lors de la première du film. Et donc il y a une espèce de parade de carnavalesque, et mon père d'ailleurs il participe aussi. Et donc c'est vrai que ces images-là, elles m'ont toujours posé problème, parce que d'ailleurs il y a une voix off qui dit c'est bien d'avoir ces personnes guyanaises qui donnent de la couleur sur le parterre parisien, c'est extrêmement exotique. Exotique. Et moi j'étais habitué à ça, mais au bout d'un moment je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas accepter ça. Et du coup j'avais besoin vraiment en fait ces images me font vraiment du mal, peut-être pas physiquement mais mentalement. C'est comme si je me sentais un objet en fait d'un regard, un objet exotique, un objet colonisé, et donc j'avais besoin vraiment de déconstruire toutes ces images. Mais encore une fois je l'ai fait avec mon père en fait, parce que mon père il participe, c'est-à-dire qu'il est plus figurant. D'accord. Il est plus juste invité pour faire du tambour pour les Parisiens. Il est maintenant il va donner sa voix en fait à une histoire beaucoup plus large, et puis sa propre histoire aussi en tant que Guyanais qui est venu en France et qui a vécu beaucoup de choses très compliquées. Et tout ça on n'en parle pas. Et ça c'est violent. Ouais. Et ça fait partie de l'identité aussi guyanaise. C'est ce rapport aussi à la France qui n'est pas réglé, et voilà. Et du coup ça s'est fait vraiment avec mon père pour là pardon, excusez-moi, on en parle un petit peu froidement ce matin, mais est-ce que c'est c'est un travail aussi difficile et douloureux que vous pouvez faire de temps en temps, de vous confronter finalement à toute cette histoire-là, et parfois d'avoir du mal à mettre suffisamment de distance finalement par rapport au sujet que vous êtes en train d'explorer? Ouais, bien sûr, hein, des fois, tous les films que j'ai faits, à chaque fois il y a une histoire de conflit. Ouais. Par rapport à des images en fait. Surtout mes 3 premiers courts-métrages, on a parlé de Mouno nous voit. Je pourrais aussi parler d'Écouter le battement de nos images, si je peux me permettre, qui était une commission du Centre national des études spatiales, pour faire un film sur l'aventure spatiale française en Guyane, le Centre spatial guyanais. Et nous, avec Audrey, du coup là on a co-réalisé. On a décidé progressivement de traiter des expropriations qui se sont faites. Et donc encore une fois on était en conflit avec ceux qui, là pour le coup avec ceux qui nous demandaient de faire un film. C'était une aventure très très compliquée, mais c'était important pour nous de donner la voix à des personnes encore une fois qu'on n'entend jamais. C'est-à-dire il y a eu un documentaire qui n'a pas très bien tourné sur les expropriés, mais nous c'était important. Et en plus notre père connaissait notamment Christian Chauchot, dont sa famille a été expropriée. D'ailleurs Juliana Chauchot, quelques temps après la sortie du film, a écrit un livre qui aujourd'hui est assez lu, et on se connaît très bien, et donc ça a permis aussi vraiment voilà d'ouvrir la voie et de voir l'impact que ça a en fait, que c'est pas juste un déplacement de population. Non, c'est en fait on a détruit des personnes, on a quasiment tué de l'intérieur des personnes. Des personnes sont même parties dans l'alcool, des personnes se sont suicidées, tout ça n'est pas du tout divulgué. Et du coup, mais nous, encore une fois, dans le film, on l'a fait de manière, de manière intimiste, à travers l'émotion et à travers aussi la voix de Rose Martin, qui est courroucienne, actrice aussi assez connue, et elle connaissait cette histoire, et par son talent, elle a réussi à donner quelque chose de très émotionnel à cette réalité extrêmement violente. Avoir un rapport intimiste, et en même temps le cinéma, là c'est peut-être mon goût personnel qui parle, mais un bon film doit dire quelque chose sans juger le sujet dont il parle. Il faut pas non plus infantiliser le spectateur en le prenant par la main et en lui disant exactement ce qu'il doit penser de ce qu'il est en train de voir. Est-ce que cet équilibre il est difficile à trouver justement quand on est réalisateur? Observer, montrer à voir, mais sans tomber dans le simplisme finalement. Oui, absolument. Je pense à, là vous dites ça me fait penser aussi à, en fait je pense qu'il faut voir les choses sous différents angles, mais je pense à Medondo, un réalisateur mauritanien qui devrait être beaucoup plus connu, mais qui malheureusement est décédé il y a quelques années, et maintenant beaucoup de festivals font des rétrospectives sur son travail. Mais en tout cas, il a traité beaucoup de la vie des immigrés en France qui arrivent. C'était aussi sa vie. Et il a fait un film qui s'appelle West Indies d'ailleurs, qui est sur les Antilles et les Antillais qui arrivent en France. Et dans ce film, il y a Josie Mas, qui est une chanteuse guyanaise, et qui d'ailleurs j'utilise
beaucoup de ses musiques parce que c'est une grande inspiration pour moi. Elle a joué dans ce film-là. Et lui, en fait, c'est intéressant parce que ces films sont des mises en scène incroyables, parfois surréalistes. C'est extrêmement puissant. Et en même temps, pour lui, c'était important aussi d'être didactique. Il disait, moi, j'ai aucun souci. Parce qu'il a fait aussi des documentaires extrêmement clairs en fait sur des endroits qui étaient habités par des immigrés dans les banlieues parisiennes, d'expliquer. Il faut expliquer aussi. Donc faut être à la fois dans un rapport de didactisme par rapport à des réalités sociales. Et ça c'est aussi mon cas avec les courts-métrages, c'est-à-dire on essaie d'expliquer, d'introduire l'histoire. Mais en même temps, lui, il le faisait dans un rapport de relation, c'est-à-dire que toutes ces personnes, il savait ce qu'elles vivaient parce qu'il l'a vécu, et donc il était dans un rapport de relation. Et pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire que tous les films que je fais et les réalités sociales dont je traite, qu'elles soient proches ou lointaines, comme les expropriations, je le fais toujours dans un rapport de relation. Ouais. Et d'autant que vous ne vous adressez pas que à des Guyanais, donc évidemment sur des sujets aussi difficiles que la construction du CSG, il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments pour que toutes les personnes puissent comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans quelle mesure vous avez aujourd'hui encore l'impression, Maxime Jean-Baptiste, que le cinéma, alors pas le vôtre évidemment, mais dans de nombreux autres films, continue de véhiculer cette fameuse carte postale de la Guyane, une certaine image de la Guyane et plus généralement du coup du colonialisme? Est-ce qu'il y a un besoin de déconstruire aujourd'hui encore des réflexes de certains réalisateurs ou producteurs occidentaux qui viennent tourner en Guyane ou dans d'autres territoires qui sont issus de la longue et dramatique histoire de la colonisation? Oui, je pense que je pense qu'on vit dans un, en tout cas en Guyane, de ce que j'ai pu voir, je connais pas tout, mais dans la sphère cinématographique, je pense qu'il y a plusieurs chemins. Il y a d'une part cette difficulté, c'est-à-dire que c'est comme avec Jean-Guel Aventurier, c'est-à-dire que le territoire a besoin de gros projets qui viennent de l'extérieur avec beaucoup d'argent, pour donner du travail à ceux qui sont ici. Et parfois, effectivement, le résultat sont parfois des films qui sont extrêmement stéréotypés, clichés et problématiques. Et en même temps, à côté, il y a cette scène. Je parlais de Marvin Yamb, Chloé Bebrun, Quentin Chantrel, Léa Magnin. Toutes ces personnes que je connais, qui veulent aussi. Olivier Sagne, que j'ai vu hier d'ailleurs aussi. C'est une génération. Avec Marc Barra, Muriel Thierry. C'est vrai qu'il commence à y avoir du monde peu à peu. Il y a du monde, et il y a un vrai désir d'un cinéma guyanais, je pense. C'est-à-dire avec nos propres images, nos propres histoires, nos propres façons de voir aussi, qui sont parfois liées à la France, mais en fait on n'est pas en France. On est en Amérique du Sud. On a d'autres références, et donc il y a un cinéma qui est en train de se faire, qui est très particulier à ici, et surtout avec mon dernier film Coup tes voix, j'ai aussi essayé, j'ai travaillé avec une grosse partie de ces personnes, et moi c'était très important d'être vraiment plongé en fait dans un quartier qui est Montlucas, et d'être au plus près en fait du vécu des personnes, sans être au-dessus en fait. Ce qui est le cas de ces gros films. Je vais pas les citer, il y en a tellement, mais qui sont toujours dans un rapport à la Guyane un peu au-dessus, c'est-à-dire c'est la Guyane, terre des possibles, tout est magnifique, la forêt, les gens sont très gentils. Moi, je voulais absolument enlever tout ça, et être au plus près en fait des personnes, et sans être dans un rapport de misérabilisme aussi. C'est-à-dire que à la fois on n'est pas dans une carte postale, mais en même temps on n'est pas dans une misère totale, parce que c'est le cas aussi de beaucoup de films qui traitent de la misère. Par exemple, ou de reportage d'ailleurs. Ou de reportage. Qui traitent de sujets très rapidement, et qui vraiment en fait misérabilisent des vécus, diabolisent en fait aussi des personnes, démonisent des quartiers. Et c'est le cas de la télévision aussi, comme du cinéma dit social, que ce soit les frères Dardenne. Moi j'aime pas du tout les frères Dardenne par exemple, j'aime pas du tout leur cinéma. C'est des choses que il faut réussir à déconstruire pour vraiment faire un cinéma qui est le nôtre.
J'aimerais qu'on revienne sur un point que vous avez commencé à aborder, à savoir un petit peu voilà la nouvelle génération de professionnels du cinéma. Il n'y a pas que des réalisateurs, même s'il commence à y en avoir quand même quelques-uns ici en Guyane. Vous faisiez partie du jury pour le concours de court-métrage la semaine dernière pendant la Toile des Palmistes. C'est quoi le regard que vous portez sur la jeune génération de Guyanaises et de Guyanais qui commencent à faire leurs premières armes, qui ont envie de se lancer dans le cinéma? On entend beaucoup parler de cette nouvelle vague de réalisateurs guyanais dont vous faites partie. Est-ce qu'on est en train d'assister au début de quelque chose finalement, Maxime Jean-Baptiste? Même si ça a commencé finalement depuis quelques années, mais c'est en train de prendre quand même une ampleur qui n'existait pas il y a encore une dizaine d'années ici en Guyane. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître. Et vous parlez de la Toile des Palmistes. On pourrait aussi parler du FIFAC. C'est quand même deux grands événements cinématographiques qui mettent en avant que ce soit le documentaire surtout pour le FIFAC et l'agrandissant à la région aussi Amazonie et Caraïbes et à la Toile des Palmistes j'ai pu participer aussi au comité de sélection des courts-métrages mais aussi au jury à Patibet. Alors votre avis? Moi j'ai vu beaucoup de choses pour moi c'est très intéressant parce que je vois des personnes confirmées qui continuent à faire des courts-métrages de fiction, mais aussi des tout jeunes 14, 15 qui s'essayent au cinéma, et pour moi c'est super parce que de leur donner aussi une plateforme, c'est-à-dire qu'ils font pas ça juste dans leur coin et ça fait finir sur YouTube. C'est là, ça s'est projeté devant des personnes, ils peuvent en parler, ils vont être sur la scène et dire voilà, moi j'ai fait ce film comme ci, comme ça. En fait, ça permet aussi de se dire on est crédible en fait dans ce qu'on fait. On est reconnu. On est reconnu et ça vaut en fait. Et ce type d'événement en fait physique, je trouve aide. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps il y avait pas ça en fait. Et du coup on partait en France pour présenter les films et tout. Alors là de se dire ok, sur le territoire il y a des lieux de présentation, ça permet de se dire ok, en Guyane il y a quand même des possibilités. On en a dit un petit mot tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne aussi là-dessus, sur ce regard guyanais, on va dire, qui est en train de se créer, cette patte guyanaise, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, quand vous faites le parallèle entre toutes les productions qui peuvent être tournées ici en Guyane, ou en tout cas qui sont créées par des réalisateurs et réalisatrices de Guyane, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un fil conducteur finalement entre tout ce que vous pouvez voir, Maxime Jean-Baptiste? Il y a vraiment je pense qu'il y a plein de choses, mais dans la démarche peut-être. Je pense que je pourrais parler notamment du film. J'ai vu Chloé Beuvron hier de son film Ça s'est passé, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que moi, en écrivant et en développant Coup et Voix, elle développait aussi Ça s'est passé, et on a été amis à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que son film aussi traite d'une aventure autour du studio SAS, et les hauts et les bas aussi, et aussi de la figure de Serbédis, qui a disparu de manière tragique. Et en fait, quand elle m'a raconté son histoire, moi je me disais mais attends, mais c'est aussi mon histoire en fait. Moi je suis en train de développer aussi un film sur le décès de mon cousin qui a été tragique, Lucas Diomar. Et c'est aussi un musicien. Et en plus, tous les deux, en fait, on a utilisé aussi de l'archive. Mais une archive qui est assez récente, c'est-à-dire, du coup, ça, c'était... alors, je me rappelle plus exactement des années, mais ça a peut-être quinzaine d'années. D'accord. Et Lucas, c'était en 2012, donc pareil, c'est 10-12 ans. Donc, c'est des archives assez récentes, mais qui paraissent assez lointaines, en fait. Bizarrement, les technologies ont tellement avancé audiovisuel. Que quand on regarde une image il y a une dizaine d'années, on a l'impression que c'était dans les années 90. Exactement, c'est ça. Et donc, nos deux films réutilisent des images. Donc, par exemple, c'est un exemple où je me dis, je suis très, très, très proche, quoi. Il vous vient d'où d'ailleurs, Maxime Jean-Baptiste, ce goût ou ce besoin, je sais pas, de faire appel dans vos films à des images d'archives et de brouiller un petit peu les codes dans ce que vous faites, ce que vous racontez? C'est jamais totalement autobiographique, et en même temps, votre histoire, c'est ce qu'on a compris depuis tout à l'heure, elle est omniprésente. La frontière aussi entre fiction et documentaire, c'est pareil, c'est toujours un petit peu flou. C'est volontaire de votre part encore une fois, de brouiller les codes? Oui, je pense que l'archive, elle permet effectivement de questionner, comme vous disiez tout à l'heure, l'histoire. Elle permet de se dire ok, il s'est passé ça avant, et c'est de voir comment parfois des schémas
oui, des schémas, en fait, des histoires se répètent, des histoires de violence, des histoires de réalité sociale en fait nous rattrape, et donc l'archive permet de se distancer et de se dire ok, qu'est-ce que le présent, ça permet de se questionner sur les temporalités, et donc ça m'a toujours importé, et notamment en fait, enfin c'était déjà le cas dans les 3 courts-métrages, il y avait ce rapport entre documentaire et fiction. Dans Écouter le battement de nos images, c'est un personnage que joue Rose Martin qui a été exproprié, mais c'est un personnage fictif. Mais tout reste quand même très documentaire. Et puis le dernier, Écoutez voir, on est vraiment entre les deux, c'est-à-dire toute la base est réelle, les gens jouent leur propre rôle. Nicole, qui était là il y a pas longtemps, joue son propre rôle. Mais le résultat reste assez fictionnel, c'est-à-dire qu'on remet vraiment en scène un quotidien. Donc oui, pour moi ça m'intéresse, et je pense que c'est, je sais pas si je pourrais dire symptomatique aussi de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire les questions de vérité nous semblent assez compliquées. Ouais. On parle de post-vérité, on parle de fake news. Je pense qu'on a du mal en fait à savoir ce qui s'est véritablement passé. Ouais, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a des formes aussi cinématographiques qui n'arrivent plus à être totalement dans un documentaire pur réel en fait. Il y a le besoin d'aller vers la fiction qui est peut-être parfois plus ouverte. Maxime Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. S'il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais vu l'un de vos films courts ou longs métrages, est-ce qu'il y a un endroit où c'est possible de les voir en ce moment ? Là le long métrage là, Écoutez voir, il va faire la suite de des festivals, il va être en Allemagne, il va passer aussi à Paris le 7 novembre. Il continue jusqu'à sa sortie nationale l'année prochaine, d'ici peu. On surveillera ça et on donnera les dates. Merci encore. Merci. À bientôt, très bonne journée. Merci à vous.